Nous revenons après la pause. Nous passons maintenant à la Guinée. On va parler là-bas de la campagne pour la présidentielle. La campagne qui a fait son premier mort. Un jeune homme a été tué par balle mercredi dans une ville du centre du pays, secoué par des heurts depuis la visite la veille du Premier ministre en campagne pour la candidature du chef de l'État sortant, Alpha Condé. C'est la famille et un responsable de la police qui l'a indiqué. Habib Petel Diallo, âgé d'une vingtaine d'années, a été tué à Dalaba au cours d'une manifestation contre la venue du Premier ministre et directeur de campagne de M. Condé, Ibrahima Kassouri Fofana. C'est Lamine Diallo, frère du défunt, qui a expliqué cela. Il a été atteint par un tir des forces de sécurité. Un responsable policier, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, confirmait la mort du jeune homme d'une balle dans la tête. Chris Sega, on se reconnaît bien dans la Guinée d'Alpha Condé. Absolument, je crois que nous avons eu déjà à discuter, à parler de ce sujet-là sur ce plateau, et je crois que ceux qui font ce décompte macabre ont encore de beaux jours devant eux, parce qu'il s'agit que du début. Si vous faites une bonne lecture de la situation de tension qui prévaut en ce moment dans ce pays-là, et vu ce que Condé même préconise, parce que c'est lui qui ensemence la haine, les graines de la tension, c'est lui qui les ensemence, même en soulevant les telles ethnies, je crois, les Malinqués contre les Peuls, etc. Et je crois, la dernière fois, on avait eu à évoquer même la situation qui prévalait sous Sékou Touré, déjà où il y avait, c'était une guerre, pratiquement une guerre totale qui avait entre ces deux ethnies-là. Je crois que ce sont ces diables-là que le Condé réveille aujourd'hui, et ça ne peut donner que des résultats que nous sommes en train de constater sur le terrain. Et malheureusement, je crois que nous ne sommes qu'au début d'une situation qui va valoir beaucoup de peine, beaucoup de tension, beaucoup de morts, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes que aujourd'hui dans la campagne. Il y aura le jour de vote, il y aura surtout après le vote, quand les résultats seront publiés, est-ce que ces résultats seront acceptés? Est-ce que celui qui sera perdant, en tout cas officiellement, va accepter qu'il a perdu? Et je crois que Dalin Diallo le dit déjà ils vont déposer Condé. Condé ne passera jamais si le vote est honnête, si le vote est démocratique, il ne passera jamais. Mais il voudrait attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui aura avec cette spoliation des résultats, mais surtout faire en sorte que le monde entier regarde de près la façon dont Condé est en train de gouverner, parce qu'il estime que forcément il y aura du vol et que le peuple, ses partisans vont se soulever. C'est ce que nous avons constaté pendant pratiquement les 6 dernières années des 2 mandats d'Alpha Condé. Chaque fois que les gens sortent dans la rue, l'armée n'hésite pas à tirer. Et je crois que c'est la situation qu'on va avoir encore après la proclamation des résultats. Et là, je ne suis pas sûr que ce sera un mort, mais peut-être, je ne sais pas combien de nombre de morts on aura, mais cela est à mettre sur le compte d'Alpha Condé qui appelle la haine entre les communautés, qui attisent le feu de la haine, et le résultat ne peut pas être autre chose que ce que nous sommes en train de constater. Et j'invite, en ce qui me concerne, la communauté internationale à voir de près la situation que la Guinée vit aujourd'hui et à prendre des mesures dissuasives pour que cela ne dégénère complètement. Consiga à côté, ça devient quand même un peu trop récurrent, cette facilité qu'ont les forces de sécurité guinéennes à donner la mort. C'est comme si elles étaient formées pour ça. C'est déplorable tout ce qui se passe en Guinée. La Guinée n'a pas connu de répit dans les morts tragiques des manifestants. Ça, c'est depuis l'ère Condé jusqu'à le militaire. Il y a eu l'aide Dadis Camara. Lansana Conté. Il y a Conté, Dadis Camara. Dadis Camara, Sékou Touré, plus notre Alpha Condé, sur qui tout le monde avait parié qu'au moins il est démocrate, il a vécu toutes les galères que connaissent naturellement nos opposants africains, et donc lui, il devrait faire quelque chose de plus beau, mais malheureusement,
on ne sait pas ce qui se trouve dans le fauteuil présidentiel. Alpha Condé montre à la face du monde le contraire de sa personnalité. Mais les pertes en vie humaines sont à déplorer. Et au même moment, je crois que la communauté internationale joue le médecin après la mort. Il laisse tout se passer et après, on revient pour dire ok, la Cour internationale de la Haye va juger, soit dialogue. Or, ceux qui sont morts ne reviendront plus. C'est des bras valides que perd en ce moment la Guinée. On peut aussi faire ça comme à la sénégalaise. Quand Ouad a voulu se représenter pour une troisième fois, les opposants sénégalais ont trouvé ce génie et ils se sont mis ensemble et ils ont combattu Ouad démocratiquement. Ils ont pris le terrain. Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Les autres ont pris leurs différentes contrées et donc ils ont sécurisé le vote à leur manière et Ouad a été battu au deuxième tour. Je crois que les Guinéens, les opposants guinéens peuvent aussi explorer cette piste-là. C'est vrai que tout pays a ses spécificités, mais ils peuvent aller sur ce terrain-là. Quand j'ai lu un peu ce que le ministre de l'Intérieur, Albert, a dit, il dit c'est les militants de Cellou Dalein Diallo, voilà, qui ont fait des barricades, ont attaqué le convoi du Premier ministre. Et ce que démat tout de suite Cellou Dalein Diallo et qui dit non, c'est une manière de cibler, de le diaboliser, le diaboliser, de cibler ses militants et il risque le carnage. Donc tel que l'a dit M. Chris, je crois quand même que le décompte vient de s'ouvrir. On aura encore d'autres incidents qui vont occasionner de morts, mais c'est le moment où la CEDEAO peut aussi faire quelque chose en Guinée. C'est le moment où l'OUA peut faire quelque chose en Guinée. Oui, parce qu'on ne peut pas toujours attendre le blanc. Si je reste dans le contexte de l'idée de l'indépendance qu'a défendu Sékou Touré bec et ongle, on ne peut pas attendre que le blanc vienne demander la paix en Guinée, donner des cours de démocratie en Guinée. Non. Que les Guinéens, les Africains s'asseyent pour trouver une solution pour ce problème-là le plus tôt que possible, que de laisser la Guinée en feu et en sang et après dire ok, dialogue, gouvernement d'union nationale et ça passe. Non. Est-ce que quelque part, ce qui s'est passé, parce que je l'ai dit, ça s'est passé à Dalaba. Dalaba se trouve dans le Fouta Djallon. On est dans le centre, vraiment là où c'est le bastion même des Peuls de l'opposition. Vous vous rappelez ce que Alpha Condé avait dit quand il parlait aux Malinké? Il a parlé en langue malinké pour leur demander de ne pas voter pour autre personne. Si vous votez pour tout autre Malinké, à part moi, c'est que vous avez voté pour un Peul. Et il envoie son convoi au milieu des Peuls faire campagne après avoir nourri lui-même cette rivalité ethnique. Oui, vous savez, Alpha Condé joue un jeu très dangereux et qui risque donc de se retourner contre lui. C'est vrai que lorsque vous voyez peut-être le titre, on dit Guinée, la campagne électorale fait son premier mort. C'est vrai que nous ne voulons pas être l'oiseau de mauvais augure en parlant donc de premier mort, parce qu'il y aura forcément peut-être un deuxième. En disant un premier mort, cela sous-entend qu'il y aura forcément un deuxième. Oui, mais aujourd'hui, la situation est telle que se présente tel que il y aura forcément, on ira forcément on ira à un bain de sang si les choses restent en l'état, parce que Ouattara, pardon, c'est même pipe, même des gars aussi, parce que qui dit Ouattara dit Condé. Donc lorsque vous voyez le discours que tient Alpha Condé depuis un moment, c'est un discours qui ne rassure pas. Sur une image, j'ai même vu ce président-là tirer donc les barbes donc d'un imam, d'une personne irresponsable et tout, un président. Et celui qui nous a déclaré et qui disait à qui veut l'entendre que c'est les femmes et les jeunes qui se sont mobilisés pour payer sa caution pour qu'il soit président. Donc déjà, aux premières heures de la campagne, c'est un jeune de 20 ans disons qu'il a fait tuer. Alors qu'il disait que le candidat des femmes et des jeunes. Et des jeunes. Oui. Or, c'est un jeune de 20 ans qui est décédé. Donc,
Et surtout, c'est en jouant sur ce repli identitaire là, sur la fibre ethnique et tout. Je dis que c'est vrai que en Guinée, les Malinqués sont plus politiques, mais c'est les peuples qui ont beaucoup plus de richesse. C'est eux qui sont plus nantis donc en Guinée, et ils peuvent user donc de tous les moyens, ne serait-ce que pour faire déposer donc Alpha Condé. Et quand je parle donc de moyens, et suivez un peu mon regard. Donc c'est vrai que au niveau de la politique, il y a les Malinqués qui sont présents, mais quand on parle donc en termes de finances, s'il faut mobiliser donc les moyens pour faire partie Condé, ce sera vite fait. Donc c'est un président qui a fait un forcing pour être là. C'est pourquoi tout à l'heure, quand mon grand frère à côté parlait donc de la CEDEAO, j'ai un peu tiqué, parce que qui parle de la CEDEAO, parle de Alpha Condé, qui parle de la CEDEAO, parle de Alassane Ouattara. La même CEDEAO était là quand les gens modifiaient la constitution pour s'offrir donc un troisième mandat. Et c'est la même CEDEAO qui viendra nous dire quoi? Médecin après la mort, ou on parlant de sapeurs-pompiers. Donc, cette CEDEAO, c'est en fait une institution juste qui est là. Et moi, il y a certains qui le tâchent donc de gendarme. Et moi, je dis que souvent, c'est un gendarme tétraplégique. Parce que ou si vous voulez peut-être pour peut-être me reprendre peut-être cette terme-là, je peux au moins confirmer que c'est une CEDEAO hémiplégique, pour ne pas dire tétraplégique. Voilà. Donc, c'est une institution qui ne joue véritablement pas son rôle. Elle attend, mais quand il y a danger ou quand la situation est devenue beaucoup plus délétère, c'est en ce moment-là qu'on voit ces présidents-là défiler, menacer les gens. Ouattara qui a même menacé le Mali d'intervenir militairement. Or, c'est lui-même qui a fait un forcé pour être là aujourd'hui. Donc, cette CEDEAO, moi, je crois qu'on doit vite faire la messe de requiem de cette CEDEAO pour revenir avec des éléments beaucoup plus qui puissent donc rassurer les Africains. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, vous verrez que au sein de cette CEDEAO, il y a déjà une fissure qui commence donc à se pointer, ou une fissure qui se réalise déjà, parce que il y avait le président bissau-guinéen Mbalo qui commence déjà par tuer, par regarder dans les grands dans les yeux, à leur dire la vérité. Maintenant, il sera contredit, et plus tard l'ancien président donc de la CEDEAO qui a passé la main, le Nigérien Issoufou Mamadou, qui a plus tard donné onction donc au jeune président bissau-guinéen, en se levant également comme le troisième mandat. Vous verrez que, et plus tard, c'est le Nigeria qui aussi dit ouvertement au président de ne plus jouer ce mauvais rôle-là, en s'offrant un troisième mandat. Vous verrez que déjà au sein donc de cette CEDEAO, il y a déjà deux courants qui émergent, et finalement, bon, peut-être que un beau jour, il y a ce courant-là, contre le troisième mandat va passer, et puis on aura une CEDEAO véritablement des peuples, parce que pour l'instant, c'est le syndicat qui continue. Quand c'est le président lui-même qui, dans ses propos, semble alimenter cette violence ethnique-là, il faut s'en inquiéter véritablement, parce que ce que vous avez vu, ce qu'on a fait subir au convoi du Premier ministre, d'autres viendraient forcément dans ces localités faire campagne et vice-versa, et on va s'attendre à ce genre de scénario. Oui, je crois que sur le terrain va être très difficile pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on décroie que ce qu'il est en train de semer comme tension va lui être exceptionnellement profitable, sans profiter aux autres. Je parle du profit parce que les autres vont instrumentaliser, bien entendu, cette remontée de fièvre ethnique. Et je crois que Condé, lui, il croit qu'il sera le plus grand bénéficiaire de cette situation de tension, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a l'armée, et il a l'armée en ce moment, il est clair, joue en sa faveur, et il espère que l'armée interviendra de son côté, peut-être contre les autres, que cette situation délétère-là ne va pas affecter ses plans, mais au contraire, le plan de ses adversaires, des gens qui sont en face de lui. Maintenant, pour réagir à ce que Béni dit à propos de la CEDEAO, je voudrais réagir pour dire que, mais pour le moment, nous n'avons que cette organisation qui soit
une organisation de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme un bon journaliste, on est tenté d'exposer la nudité du roi, mais on ne cherche pas à protéger le roi. Et je voudrais dire que la CEDEAO n'est pas plus boiteuse que l'ONU, par exemple, qui n'a pas de force propre. Mais pour toute structure supranationale, il y a ce problème de fonctionnement, parce que ce sont des gens qui sont venus d'horizons différents et qui utilisent surtout la diplomatie et non la force même pour imposer leurs désirata ou bien les décisions qui sont prises à leur niveau. Vous comprenez très bien qu'au niveau de l'ONU, quand on prend une décision aujourd'hui, mettre en application cette décision, généralement, c'est très difficile. Sur le terrain, c'est pareil pour une organisation comme la CEDEAO qui fait de son mieux pour apporter de l'aide aux gens qui en ont besoin sur le terrain. Mais je crois la CEDEAO utilise surtout la diplomatie, et il faut mettre tout le monde... la diplomatie, bon, ben, de toute façon, vous savez... Elle est sous le biberon de la France aussi. Ben, vous savez, il y a un peu de cela. Si c'est parce que quand vous prenez par exemple l'Union africaine aujourd'hui, les plus gros pourvoyeurs de fonds, ce sont des puissances de l'extérieur. Vous prenez, il y a la Chine, il y a l'Union européenne, etc. Les pays africains eux-mêmes ne cotisent même pas, ne font pas rentrer leurs redevances. Ces structures-là, il faut que nous les encourageons, il faut qu'on leur prodigue plutôt des conseils pour mieux faire. Mais c'est une multitude de forces qui se sont réunies pour essayer de converger dans la même direction. Certains tirent la barque un peu vers la gauche, d'autres tirent la barque vers... Vous voyez que ça peut... Oui, mais c'est que nous n'avons pas mieux que la CEDEAO. Ça, il faut le dire, on n'a pas mieux que la CEDEAO pour servir les intérêts de l'Afrique occidentale aujourd'hui. Imaginez qu'on n'ait pas la CEDEAO. Aujourd'hui, comment est-ce que cet espace sous-régional va être? C'est la CEDEAO. Quand bien même elle n'est pas une structure à 100% fiable, parce qu'elle ne dispose pas, justement, elle ne dispose pas de moyens propres. Ces moyens sont une contribution des moyens et pas des moyens divers. Et vu de cette façon-là, quand vous prenez la Côte d'Ivoire est une ponte, est une grosse ponte en matière de financement de la CEDEAO. Il y a le Nigeria, il n'y a que les deux. La Côte d'Ivoire pour les pays francophones, le Nigeria pour les pays anglophones. Et aujourd'hui, la CEDEAO est devenue une zone où ces deux grands pays-là s'affrontent. Donc, il ne faut pas oublier que si on parle de la CEDEAO, on parle d'abord des chefs d'État individuellement avant de parler du collectif. Donc, lorsque vous dites que la Côte d'Ivoire, il ne vaut rien, il faut la remplacer par quoi? Et c'est la question que je suis tenté de vous poser. Voilà. Qui sait mieux faire les choses. Le débat sur la CEDEAO, elle vous intéresse. Ce silence aussi que garde la CEDEAO quand il y a ce genre de signaux. Elle réfléchit. Alarmiste. Elle réfléchit. La CEDEAO n'est pas un homme. Comme vient de le dire mon frère Christ, la CEDEAO est un instrument qui se débat pour régler les conflits selon ses moyens. Et la CEDEAO fonctionne selon les contextes de chaque pays. Et puis je crois qu'il tire toujours le drap du côté de celui qui est au pouvoir pour... C'est-à-dire quand la force... La CEDEAO donne toujours raison, même à peine voilée, à celui qui a plus de force, tout en calmant l'autre, et les appels au dialogue, ne serait-ce que tout se passe sans heurts et sans trop de dégâts. Je crois quand même que dans un premier temps, c'est bon. Maintenant, il appartient aux pays africains que nous sommes de nous organiser nous-mêmes, de nous approprier la démocratie et tout ce qui va avec. On ne va pas toujours dire, OK, nous-mêmes, on va commencer par nous battre pour que l'institution régionale... Non, il faudrait que, comme nous avons dit oui à la démocratie, que tout le monde accepte les règles de la démocratie et les mettre en pratique. Ça soulagera beaucoup nos populations et donnera plus de moyens
de moyens à la CEDEAO de venir peut-être régler rapidement les problèmes est parti. Quand nous prenons les grandes nations, l'ONU ne va pas pour régler les problèmes internes tels que les élections et autres. Ils se sont compris. Aujourd'hui, je ne vois pas l'ONU aller dire quelque chose à Joe Biden ou à Trump. Non. Et on veut que la CEDEAO le fasse. Non, mais selon BP, CEDEAO, comprise de Béni, voudrait qu'elle apporte, elle se mette par exemple à dos les contributeurs, ceux qui permettent même à ce que cette CEDEAO-là vive. On veut que la CEDEAO-là agisse, mais c'est que la CEDEAO utilise la démo. Vous ne savez pas ce que la CEDEAO est en mesure de dire, par exemple, à Alassane Ouattara. Peut-être qu'elle ne va pas le dire sur les médias. Mais c'est ce qui est aussi attendu d'elle, parce que Alassane Ouattara ne s'en cache pas. Alpha Condé ne s'en cache pas. Le jeudi dernier, on parlait ici de ces propos d'Alpha Condé. Et tout le monde les avait condamnés comme étant des propos qui allaient nourrir la haine ethnique. On attend que, j'allais dire publiquement, la CEDEAO prenne position, parce que quand il y aura crise, elle va intervenir. Et avec quelles ressources, avec quels moyens, c'est ça aussi. Vous savez, le problème de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO n'a pas de moyens coercitifs, ne serait-ce que pour obliger les États et du moins à rentrer dans le rang. Prenons juste, du moins, quand il s'est agi donc du protocole additionnel pour la bonne gouvernance, il y avait 2 pays, sur les 15 pays membres, il y avait 2 pays, le Togo et la Gambie, qui ont postulé un refus catégorique donc d'adhérer donc à cette vision. Je crois que le quorum était déjà atteint, ne serait-ce que pour trouver des moyens pour obliger ces 2 États-là à rentrer dans le rang. Parce que, en réalité, c'est un projet qui rentrait donc dans une logique qui puisse faciliter plus tard le règlement des conflits. Ça n'a pas été fait. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on est attentiste, et à chaque fois que la CEDEAO se présente dans un pays, c'est juste pour donner raison donc au gouvernant ou au chef de l'État qui est donc l'un des leurs. Voyez-vous? Or, c'est le son de cloche au niveau donc des populations est différent de ce que veut la CEDEAO. Et pendant des années, nous sommes restés dans cette logique-là. Mais finalement, je me dis, jusqu'à quand? Si aujourd'hui, si la CEDEAO doit venir juste pour faire le jeu, avec du moins l'un des leurs, l'un des membres donc, du syndicat, et après, ce n'est pas systématique. Après, non, c'est pas systématique. Il faut le rappeler, quand la CEDEAO était venue au Togo dans le cadre de la crise togolaise, la CEDEAO avait offert quand même au Togo le meilleur règlement en ce qui concerne par exemple la composition de la CENI, etc. Ce que nous avons, les acteurs politiques togolais eux-mêmes n'ont pas pu avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il faut qu'on sache faire la part des choses, parce que le procès à charge, le projet à charge que tu as l'habitude de faire à la CEDEAO, moi je crois qu'il faut mettre un bémol à la chose pour être plutôt quand les Togolais étaient dans la rue, ils voilà. réclamaient quoi? Ils ne réclamaient pas des élections. Quand les Togolais étaient dans la rue, ils réclamaient quoi? Des réformes. Ils voulaient juste qu'on puisse mettre donc des principes qui fassent qu'on rentre définitivement dans le processus démocratique. Mais quand la CEDEAO est arrivée, la CEDEAO a dit quoi? Aller aux élections. Or, à chaque fois, ça a été toujours le remède de la CEDEAO. Quand il y a conflit, ils font tout, aller aux élections. On va aux élections, on revient à la case de départ. Or, les Togolais à l'époque voulaient quoi? Ils voulaient des réformes. Ils voulaient quand même que le retour donc de la Constitution de 92, qui concentre donc la limitation de mandat, qui concentre donc la question des 2 tours, et qui ne donne pas, qui ne permettent pas à ce que quelqu'un puisse faire plus de 2 mandats. En aucun cas, il ne doit faire plus de 2 mandats. Mais quand la CEDEAO est arrivée, il a précipitamment fait les choses. Il dit donc aller aux élections ou aller au référendum, ne serait-ce pour trancher l'affaire. Or, sachant pertinemment que la majorité donc du peuple était pour les réformes, mais pas pour les élections. Parce que les élections ne viennent que plus tard. C'est pourquoi je dis que, généralement en Afrique, il n'y a pas d'élection en Afrique. Il y a toujours un formalisme démocratique qui s'opère chaque 5 ans. C'est-à-dire le quinquennat, une fois donc on arrive, on organise les élections, celui qui gagne dit encore qu'il a gagné, et ça continue, et la crise et continue donc pas perdurer. Donc, à un moment donné, il faudrait quand même qu'on puisse avoir une CEDEAO qui a quand même des moyens pour contraindre même l'un de leurs
écouter donc la voix du peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple qui est souverain en réalité, mais pas le président individuellement. Je voudrais revenir sur ce que le frère Christ a dit. Je crois que l'opposition togolaise dans le temps a manqué le cloche. Parce que la CEDEAO avait bien vu. Parce que quand nous prenons le Parlement, les réformes ne pourraient pas se faire en ce temps sans le Parlement. Il fallait voter alors ces lois-là au Parlement. Or, le parti au pouvoir avait une majorité écrasante. Je crois quelque chose contre 27 ou quelque chose comme ça. Alors, dans ce contexte, quand si on questionne l'histoire, vous avez vu comment Tipi Achadam et autres ont donné envie au peuple, à leur soutien, à leurs militants. Du sud au nord, il y avait un soulèvement. Alors, dans ce contexte-là, la CEDEAO pourrait se dire, alors s'ils allaient aux élections, ils pourraient avoir la majorité peut-être au Parlement pour opérer les réformes telles que voulues par l'opposition ou par le peuple, puisque tout parti politique porte en lui les aspirations du peuple. Mais, contre toute attente, ils ont refusé. Mais je suis sûr que les acteurs de ce temps-là, de l'opposition, regrettent de ne pas aller à ces élections-là, puisque tout s'est retourné contre eux au finish. Donc, je dis aussi... Ça, c'est un fait. Je dis, la CEDEAO ne peut pas aussi venir comme un soldat demander au pouvoir, bon, vous restez comme ça et on va vous gifler. Oui, non, mais en même temps, parce que le pouvoir s'arrache. Quand vous écoutez, par exemple, quand vous écoutez Mamadou Bouhari tout dernièrement, qui exhortait ses homologues à éviter la tentation du troisième pouvoir, il a dit une phrase du troisième mandat. Il a dit une phrase, c'est que la CEDEAO ne peut pas laisser les questions économiques et régler tout le temps les questions politiques. Voilà. Alors, donc, on est sur la question guinéenne aujourd'hui. Il y a des signaux où tout le monde voit que la façon dont ça va, ça risque de dégénérer. On attend que la CEDEAO prenne position. Il n'y a même pas un communiqué du président de la commission de la CEDEAO. Même pas un seul communiqué. Officiellement, la CEDEAO n'a pas encore opiné. Mais peut-être officieusement, la diplomatie travaille. Non, on veut sûrement ça. On veut voir des choses vous savez. Et puis le grand frère, le frère Christ a dit quelque chose de très important. Vous savez, tout président qui est bien avec le président du Nigeria ou de la Côte d'Ivoire est moins sermonné. C'est ça la CEDEAO. À moins de pression. C'est ça la CEDEAO qui travaille dont je parle. Malheureusement, c'est ça. C'est la CEDEAO dont je parle. On est à la pause et on va aller à la grande pause.